Bertie Sikadi, donc qui est Bertie Le Cabit aussi, qui pose une question qui m'est adressée. Comment se matérialise aujourd'hui le panafricanisme du MRC en Afrique? Pour le moment, le MRC n'étant pas encore aux affaires, ne peut pas encore avoir une matérialisation concrète du panafricanisme. Pourquoi? Parce que des organisations de type RDA, donc Rassemblement démocratique africain, n'existent pas véritablement d'un point de vue vraiment de la matérialisation d'une organisation qui fédère des partis politiques. La Ligue panafricaine Limoja, dont je suis membre, a cette ambition-là, mais elle n'a pas encore suffisamment fédéré autour d'elle de partis politiques pour qu'on puisse parler d'une organisation de ce même type-là. Donc pour le moment, le MRC ne peut pas encore prétendre avoir une approche, mais le MRC a des prévisions, a un projet pour son aspect du panafricanisme, qui rejoint d'ailleurs le projet du Cameroun tout entier. C'est d'ailleurs important et fondamental à mon sens de toujours rappeler que dans la constitution du Cameroun même, le législateur a déjà reconnu la nécessité du panafricanisme. La constitution du Cameroun, dans son préambule, le préambule faisant partie de la constitution, dit notamment que, jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise, mais convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles, conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. C'est important de le rappeler. Ça veut dire que même dans la constitution du Cameroun, il est déjà acté que nous sommes dans une logique où nous devons nous inscrire dans une vision du panafricanisme et d'unification de l'Afrique pour préserver nos intérêts. C'est pourquoi je suis d'autant plus à l'aise à présenter ce que le MRC et son leader surtout pense en ce qui concerne le panafricanisme. Il est connu, le professeur Moïse Kamto, pour être l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels on cite très régulièrement l'urgence de la pensée, dans laquelle il invite plutôt les Africains justement à penser, et il dit que c'est urgent si on veut sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais on mentionne très peu d'autres ouvrages qu'il a commis, notamment un ouvrage que j'ai ici, qui s'intitule Traité de droit constitutionnel, que vous voyez là. Donc c'est toujours le professeur Moïse Kamto. Quand vous dit que ce n'est pas, en tout cas moi personnellement, ce n'est pas juste pour suivre un homme comme un gourou que moi j'ai adhéré au MRC, mais c'est parce qu'il y a les idéaux du panafricanisme, mais il y a aussi un leader qui inspire confiance par toute sa production intellectuelle même passée. On va donc essayer de voir un tout petit peu pourquoi je vous mentionne cet ouvrage-ci. Donc, l'ouvrage en question, Moïse Kamto, Traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun. Donc, il a déjà travaillé sur les institutions politiques du Cameroun. Mais ce qui est intéressant, et M. Jean-Pierre Dupont d'ailleurs a fait mention justement de ces éléments-là, c'est que la constitution du Cameroun, telle qu'elle est actuellement actée, mais surtout telle qu'elle a été conçue dès le moment où on avait écarté les pères fondateurs de l'UPC et que le régime en place était des gens inféodés à Lupo Jula, qui était l'élément français le plus actif pour adouber de jeunes politiciens camerounais totalement soumis et acquis à la cause de la France, donc francophiles, pour leur faire accepter toutes sortes de choses au nom du Cameroun. Mais il n'était jamais dans une logique où il pouvait imaginer, parler et mentionner les institutions africaines elles-mêmes. Or, le professeur Moïse Kamto, lui, dans son ouvrage que je suis en train de vous montrer, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 1, la notion d'État? Dans le chapitre 1, la notion d'État, le professeur Moïse Kamto nous dit « L'État, en tant que forme d'organisation politique de la société humaine, est un phénomène historiquement ancien. » Donc, il ne fait pas remonter l'État uniquement à la théorie occidentale, à la façon occidentale d'envisager les choses, à la constitution, au président, au premier ministre et consorts. On va le voir donc, qui continue. Contrairement à une thèse longtemps défendue, l'État n'est pas, d'un point de vue historique, un phénomène spécifique à l'Occident et à l'Orient. Donc, il réfute la thèse selon laquelle l'État a pour origine, a pour base. On ne peut parler d'État que quand on considère l'histoire politique occidentale ou orientale. Il dit que non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a autre chose qui existait avant. Et on va découvrir ce qu'il dit. Donc, ce qui existait avant. Des recherches historiques ont montré que les formes d'organisation de la société sous la forme étatique ont existé dans d'autres régions du monde. Donc, dans d'autres régions du monde que l'Occident et l'Orient. Notamment en Afrique. Il commence par l'Afrique. Donc, vous voyez que un professeur de droit constitutionnel,
un enseignant de droit, un universitaire, quelqu'un qui a étudié les relations internationales et qui défend les États, qui pourrait se limiter, comme beaucoup d'intellectuels africains font, à essayer de singer l'Occident, à essayer de répéter les théories de l'Occident. Quand il fait son manuel pour parler justement du droit constitutionnel, il précise d'abord que détrompez-vous. L'origine des États, comme on l'entend, ce n'est pas uniquement une réalité occidentale ni orientale. Il y a dans l'histoire, quand on étudie, des réalités qui montrent que nous avions déjà une organisation qui pouvait être assimilée à un État. Qu'est-ce qu'un État? Il n'y a pas une définition spécifique de l'État en droit. Par contre, il y a des éléments constitutifs qui permettent de parler d'un État. Il y a 3 éléments, si on veut parler d'un État généralement, qui doivent être constitutifs et qui doivent être regroupés pour qu'on parle d'un État. C'est généralement un territoire sur lequel il y a une population, il y a un gouvernement. Puisque une fois que vous avez ces 3 éléments, là on parle d'un État. L'État peut prendre maintenant différentes formes. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais on ne va pas s'étendre beaucoup dessus. Pourquoi je dis ce court passage sur la partie africaine? C'est simplement parce que très souvent, tout le monde va souvent aller rechercher les solutions de l'État, de la démocratie, des institutions et des modèles d'organisation uniquement en Occident. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en Afrique, on avait déjà des modèles d'organisation, des modèles d'institutions qui ont montré leur valeur, qui ont montré leur capacité justement à organiser les rapports entre les individus avec une telle harmonie qu'il n'était même pas nécessaire de créer des prisons. Quand on étudie l'histoire de l'Afrique antique, il n'y a pas de prison. Mais pourquoi? Pourtant, il y avait de grands empires. Il y avait les empires du Mali, l'Égypte antique et consorts. Mais pourquoi il n'y a pas de prison? Parce que les États qui avaient été structurés, c'est-à-dire un territoire, une population et un gouvernement, ont trouvé des modèles suffisamment adéquats pour organiser les rapports entre les individus, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin d'en écarter un certain nombre parce qu'ils deviennent beaucoup trop nocifs pour le reste de la communauté. Il y a donc une forme d'organisation qui permet de donner aux êtres humains et aux individus un certain nombre de valeurs qui font que ces valeurs-là empêchent que l'individu dérape, qu'il sorte des canons et des balises qui ont été fixées pour évoluer. C'est donc intéressant de noter que dès le premier chapitre de son ouvrage sur le droit constitutionnel, alors que d'autres auteurs on se serait attendu qu'ils partent citer le contrat social et consorts, toutes les théories sur le contrat social et toutes les théories occidentales sur l'état de droit, sortir de l'état de nature et consorts, il part d'abord, lui, dans son ouvrage sur le droit constitutionnel, des réalités africaines d'institutions. C'est en cela qu'il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est profondément panafricaniste. Depuis même ses ouvrages, longtemps avant qu'il entre en politique. Cet ouvrage n'est pas produit lorsqu'il est en politique. L'ouvrage est produit avant. Donc, une fois qu'on a dit ça, et d'ailleurs il poursuit en rappelant les exemples grecs et tout, mais il revient encore sur les organisations africaines avant l'arrivée des Occidentaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais commencer à essayer de répondre aux éléments qui ont été évoqués ici par M. Jean-Pierre Dupont, quand il parle justement de la réforme des institutions ou du retour à des modèles endogènes d'institutions. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a ceci de particulier, qu'il a une proposition très innovante en ce qui concerne les institutions. On propose notamment, en tout cas le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto propose, notamment dans son premier des chantiers, parce que le programme est divisé en 5 chantiers. Le premier des chantiers, c'est la réforme institutionnelle et politique. Dans la réforme institutionnelle et politique, le professeur Kamto et son programme de gouvernance, dont celui du MRC, proposent de créer une assemblée des autorités traditionnelles. Les mots ont un sens et ont un poids ici. Il faut bien noter qu'on ne parle pas ici d'assemblée des chefs traditionnels. Parce que quand on parle de chefs traditionnels, c'est quand on est dans la logique occidentale où ils veulent réduire l'influence des institutions politiques qui existaient déjà avant qu'ils n'arrivent. Et là, plutôt que de vous parler des empires, plutôt que de vous parler des rois et des royaumes, on vous parle des chefs traditionnels. Non. Parce qu'on veut diminuer l'impact de ce que vous aviez, vous, avant. Le MRC dit plutôt, nous allons redonner aux autorités traditionnelles une place qu'ils n'auraient pas dû perdre. On parle donc d'autorités traditionnelles. Et les autorités traditionnelles en question vont, dans les diverses régions du Cameroun, constituer ce qu'on va appeler donc des assemblées des autorités traditionnelles. Ces assemblées vont avoir 2 rôles. Pour ceux qui connaissent un peu le droit, il y aura un premier rôle qu'on va appeler un rôle consultatif, c'est-à-dire que les institutions centrales vont simplement aller consulter les autorités traditionnelles pour leur demander qu'est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire sur tel et tel aspect. Les aspects en question sont ceux du développement matériel. C'est quoi le développement pour l'homme de Batanga dans la forêt au Cameroun, à l'est?
C'est quoi le développement pour l'homme du nord du Cameroun dans la zone sahélienne? C'est quoi le développement pour celui du littoral où il y a déjà Douala, le port et toutes les industries? C'est quoi le développement pour l'homme qui est dans la Sanaga maritime? Les réalités géographiques ne sont pas les mêmes. Les contraintes géographiques ne sont pas les mêmes. Les contraintes climatiques ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut aller. Et c'est l'erreur que d'ailleurs beaucoup font. C'est qu'on vient implanter ou plaquer sur l'Afrique des modèles qui ont été pensés ailleurs, en disant que si ça a marché ailleurs, ça doit forcément marcher ici. Mais non, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, si vous allez justement dans le nord du Cameroun, il y a des problèmes énormes d'eau. Il y a des problèmes d'électrification comme partout, mais vous bénéficiez là-bas d'une insolation, c'est-à-dire d'une quantité de soleil beaucoup plus importante que dans d'autres zones du pays. Vous pouvez donc là-bas développer, par exemple, l'énergie solaire, le solaire pour électrifier les ménages. Et ça, c'est d'ailleurs ce que le MRC propose. Donc, vous allez aussi résoudre des questions d'adduction d'eau, parce que là-bas, c'est plus criard. Les gens parcourent des distances immenses pour de l'eau et tout. Vous devez donc créer plus d'éléments pour pouvoir apporter l'eau. Or, si vous allez dans le centre du Cameroun, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Si vous allez dans les zones enclavées et de forêt, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, le MRC entend demander aux autorités traditionnelles, c'est quoi le développement pour vous? C'est ce que l'Occident n'a pas fait. Et c'est ce que toutes les organisations qui prétendent parler du développement de l'Afrique n'ont pas fait. FMI, Banque mondiale, toutes sortes de projets qu'ils font. On va construire les ponts, les routes et consorts, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Vous pouvez venir me construire tous les kilomètres de route que vous voulez, alors que moi, je suis dans un moment où moi, j'ai juste besoin d'éduquer mes enfants. Donc, c'est aux autorités traditionnelles de dire ce que le développement pour nous représente d'abord actuellement de manière prioritaire, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être plutôt les soins de santé, donc des centres de santé, c'est peut-être plutôt des routes pour acheminer nos produits agricoles, pour les exporter, pour les vendre, en notant que la production agricole du Cameroun périt à 40% dans l'arrière-pays par manque d'infrastructures, donc de routes et autres, mais surtout de logistique suffisante. Les routes n'étant pas là, les transports ferroviaires n'étant pas mis en place, la production agricole pourrit carrément dans l'arrière-pays. J'étais à Ezeka encore récemment, je l'ai encore revu. C'est-à-dire que vous traversez à partir de Boumniebel jusqu'à Ezeka, vous avez une production agricole qui est phénoménale. Mais il faut pouvoir l'acheminer. Elle pourrit là-bas. Donc pour eux, le développement, ça peut être simplement de leur faire de bonnes routes et de mettre sur pied un transport de logistique efficace qui fonctionne avec le train qui arrive naturellement à Ezeka. Donc si vous mettez cela dans la Sanaga maritime pour ceux qui y sont en tant que réponse pour le développement qui a été demandé par les autorités traditionnelles des lieux eux-mêmes, vous répondez aux véritables besoins de développement qu'ils ont. Donc, vous créez un modèle institutionnel dans lequel les autorités traditionnelles décident de ce, pas décident, mais en tout cas proposent ce qui est le développement pour eux. Parce que j'ai bien précisé que dans ce domaine-là, les autorités traditionnelles en question ont un rôle consultatif. On les consulte pour qu'ils disent ce qu'ils pensent du développement. Premier point. Deuxième point qui va plus rejoindre la logique ou la vision que M. Jean-Pierre Dupont évoquait, celle de nos propres institutions pour retourner vers elles pour organiser nos États, c'est que les autorités traditionnelles en question ont un deuxième rôle dans leur assemblée. Ils vont siéger en assemblée exactement comme le Parlement. Le deuxième rôle qu'ils ont donc, c'est le rôle décisionnaire. On dit décisionnaire parce que c'est ce qu'ils adoptent comme décision là-bas qui s'applique. C'est ce qui fait loi. De ce point de vue-là, ce sera donc aux autorités traditionnelles dans chacune des régions de décider quelles sont les coutumes, les traditions, les règles donc de loi, si vous voulez, qui vont encadrer le quotidien des individus. C'est trop facile de venir plaquer le code civil occidental pour organiser les rapports entre les individus. Mais que faites-vous du respect que vous devez avoir pour une grand-mère qui passe avec une lourde charge sur la tête? Notre culture vous dit que si vous êtes plus jeune qu'elle, vous devez porter sa charge. Ce n'est plus respecté aujourd'hui. Notre culture vous dit que si vous devez abattre un arbre, il faut lui parler, demander simplement pardon parce que vous allez commettre là un acte qui rompt un peu l'équilibre de la nature. Vous vous attaquez à un être qui est un être comme vous. Nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature comme la philosophie occidentale le dit. Nous sommes plutôt un des éléments de la nature et qui doit plutôt être le gardien de la préservation de l'harmonie. Les lois qu'on appelle la Mahat, c'est simplement le maintien de l'harmonie. Une harmonie interne d'abord de soi-même. Mais comment on fait pour qu'un homme, un être humain soit épanoui lui-même et en harmonie avec lui-même? Il faut d'abord que dans son environnement, dans lequel il se trouve, que l'éducation lui donne des repères éducationnels qui lui permettent, donc la coutume, la tradition, qui lui permettent de savoir même qui il est, ce à quoi il doit penser, comment est-ce qu'il doit se projeter en tant qu'individu dans la société. Et par là, vous l'organisez aussi avec des rapports sociaux qui l'équilibrent. Ce que l'Occident a fait, c'est de rendre l'organisation centrée sur la recherche
du matériel pour satisfaire les besoins. Et donc, toute la préoccupation, c'est cela. On a donc mis l'homme de côté. Et ça donne donc un système égoïste, parce que tout est centré sur la recherche du bien matériel. Mais on isole les gens, et ils sont malheureux et tristes. D'où les addictions, l'alcoolisme et consorts, les suicides et tout ce que vous voulez, les dépressions, la consommation de produits pour dormir et autres, parce que justement, on a isolé l'homme et on l'a transformé en un loup pour l'homme au final, parce qu'il est centré uniquement sur une chose, la recherche du bien matériel. L'Afrique a une autre philosophie, une autre manière de penser et de voir les rapports. On te dit d'abord, connais-toi toi-même pour ta propre harmonie. Connais ensuite tout l'univers. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi il n'y a aucune cérémonie qui se fera en Afrique sans que vous ne vous sentiez entouré. Et si vous voyez des gens qui partent enterrer quelqu'un qui a vécu, qui a travaillé, qui a eu des collègues et consorts, qui a vécu toute une vie, on y va, on trouve 3 personnes. C'est ça, 3, 4, 5 personnes. Ceux qui sont les plus célèbres, on va avoir une dizaine de personnes. Et dans des cas extrêmes, on aura la population parce que c'est un cas où on a tué quelqu'un. Mais chez nous, c'est monnaie courante. Vous vivez dans une logique où vous allez dans l'arrière-pays, là où la modernité, la pseudo-modernité n'a pas encore fait son irruption totale. Quand vous allez dans la forêt, vous retrouvez des gens qui sont en train de couper un poulet. On vous oblige à manger une cuisse d'un poulet avant de partir. L'idée de partage, l'idée de solidarité, d'entraide. On rit avec celui qui rit. Quand il y a une naissance, on organise des cérémonies autour de la naissance. Tout le monde vient, les voisins, on n'a pas besoin de savoir. En Occident, vous ne connaissez pas l'intérieur de la maison de votre voisin. En Afrique, vous connaissez tous vos voisins. Donc voilà nos modèles d'organisation. Et on dit donc que de ce point de vue-là, on va demander aux autorités traditionnelles de décider de ce qui va s'appliquer. Si les autorités traditionnelles vous disent donc que si désormais vous allez dans la rue, dans une contrée donnée, vous devez saluer tout le monde, vous allez devoir le faire. C'est cela qui va avoir valeur de loi. S'ils vous disent que les samedis, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'activité économique, vous allez devoir respecter cela. S'ils vous disent que vous allez devoir vous plier aux exigences de la tradition et de la coutume, faire les rites qu'il faut, vous allez devoir vous y plier. C'est ce que le MRC dit en substance. Pourquoi? Parce qu'on est tout à fait conscient, donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être beaucoup trop long, mais il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas vouloir imposer aux Africains de vivre selon le modèle occidental d'organisation. Il faut retourner à nos valeurs ancestrales. Et un philosophe nigérian que j'aime particulièrement, qui s'appelle Amadou Seydou, dit d'ailleurs justement que il faut absolument que l'Afrique préserve les valeurs qu'elle a, parce que ce sera en quelque sorte le témoignage que l'homme a valu quelque chose. Si vous enlevez donc les valeurs humaines que l'Afrique est en train de préserver, qui font encore qu'on reconnaisse que l'Afrique est le continent là où il y a la chaleur humaine, là où il y a un certain nombre de rapports sociaux qu'on retrouve, qui sont de liens sociaux, qui permettent encore d'équilibrer les individus. Si vous enlevez cela, l'humanité n'a même plus de valeurs humaines. C'est ce que vous voyez avec des gens qui sont prêts à larguer des bombes pour tuer des millions de personnes ça et là. Il faut donc que nous retenions à nos valeurs, et ça c'est l'une des propositions du MRC. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, qui s'inscrivent dans une logique du panafricanisme, vu que ça c'est retourner simplement à l'ancestralité, à nos valeurs traditionnelles. C'est le panafricanisme pur, d'un point de vue idéologique, que nous entendons appliquer pour faire changer la donne. Mais il y a énormément d'autres aspects sur lesquels je vais revenir. Je ne vais pas monopoliser la parole devant l'aîné qui est présent. Justement, M. Foutine, là, vous ouvrez une brèche qui nous donnera l'occasion de vous convoquer certainement à moult reprises sur nos panels pour ample explication sur les chantiers du programme politique du MRC, parce que c'est alléchant d'écouter ça et je vois beaucoup de personnes qui réalisent. Mais justement, si vous me permettez, gardez votre question, peut-être ne l'oubliez pas, mais si vous me permettez, il y a Meni Yamche qui pose une question, ou EDA01 qui pose une question. Ils disent, on ne peut pas parler de changement et toujours porter un nom colonial. Il faut préciser que le MRC entend organiser les assises nationales de la citoyenneté. Et avant même ces assises nationales de la citoyenneté-là, il y a d'abord le grand dialogue, le vrai grand dialogue national, là où la forme de l'État va se décider. On sera capable de décider donc désormais si on va vers un fédéralisme à 2, 3 États ou plus, mais on va surtout refixer les bases institutionnelles du Cameroun et modifier la Constitution, notamment pour que sur le plan politique, on puisse avoir la limitation des mandats à 2 mandats de 5 ans uniquement, pas plus, qu'on puisse avoir aussi la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que ce ne soit plus l'exécutif qui préside le Conseil national de la magistrature et donc qui gère la carrière des magistrats, alors que l'ordre judiciaire doit être séparé de l'ordre exécutif, ainsi de suite. Toutes ces réformes-là,
Mais ce sera à l'ensemble des Camerounais de s'asseoir autour d'une table et de décider quelle est la forme de l'État qu'on veut donner. On va rebâtir le Cameroun de zéro. Quand on entend ceux qui disent qu'ils sont de l'ATP, l'Alliance pour la transition politique, et qui disent qu'il faut d'abord des assises pour repenser le Cameroun, le MRC l'a déjà dit dans son programme de gouvernance. C'est pour ça, quand tu arrives au pouvoir, on convoque tout le monde autour de la table. On envoie d'abord une délégation dans le nord-est et le sud-ouest pour la crise, pour faire cesser la guerre, et on fait asseoir tous les Camerounais autour d'une table pour décider désormais quelle est la marche que nous allons suivre, c'est-à-dire quels sont les nouveaux fondements sur lesquels on va se baser pour faire la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas un hasard si notre parti politique s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parce qu'il faut faire renaître le Cameroun. Les fondements ne sont pas bons. Il faut repartir jusqu'au fondement. Est-ce que nous allons nous appeler toujours Cameroun? Ce sera à nous de décider. D'où les assises nationales de la citoyenneté. Quel est le nom qu'on prend? Quelle est la langue que nous allons utiliser? Et j'y viendrai par la suite. Mais j'y réponds simplement en disant que le MRCI pense aussi, et ça sera à l'ensemble des Camerounais de décider. Nous ne voulons pas imposer quoi que ce soit aux Camerounais. Nous pensons que c'est à tous les Camerounais de se mettre autour d'une table et de définir la nouvelle identité du Cameroun et du Camerounais. C'est pourquoi on parle des assises nationales de la citoyenneté. C'est quoi citoyen camerounais? Ou de la nationalité si vous voulez. C'est quoi être le Cameroun? C'est quoi être citoyen camerounais? On le définit comment? Est-ce qu'on portera toujours le nom Cameroun ou pas? Toutes ces questions seront abordées lors de ces deux assises-là, ce qui va permettre donc de repartir sur de nouvelles bases totalement et donc de faire ce qu'on appelle donc la renaissance du Cameroun. D'accord. Donc, il faut dire en quelques mots, le RMRC veut éradiquer ou alors diminuer au maximum l'individualisme au sein des Camerounais. On veut plutôt remettre au centre les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles camerounaises dans nos régions. C'est l'ambition. D'accord, merci de nous préciser cela. Je reviens à M. Jean-Pierre Dupont pour lui poser la question justement à laquelle il voulait embrayer dessus, de savoir, pour vous, M. Dupont, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un candidat panafricain aujourd'hui en 2025, dans le contexte du Cameroun en particulier? Oh, c'est vague, hein? Je serais bien trop prétentieux de vous dire ce que c'est qu'un Camerounais, un candidat panafricaniste. Ce que je peux vous dire, et je salue la démarche du professeur Kanto, je ne suis pas là pour créer des polémiques inutiles, mais il y a certains pseudo-savants qui reprochent au professeur Kanto ce que je pourrais appeler sa tierdeur panafricaniste. Beaucoup de gens connaissent le professeur Kanto comme un juriste émérite, mais on oublie qu'il a fait une thèse de doctorat en sciences politiques et qu'il fait aussi les relations internationales. Alors quand on fait cela, on est un homme prudent. J'ai fait plusieurs posts, plusieurs tribunes dans lesquelles j'ai dit que Kanto c'est un rusé. Mais la ruse positive, parce que vous avez la ruse nocive, mais vous avez la ruse positive, qui en sciences politiques est ce qu'on appelle tenir compte des dynamiques du rapport de force. Parce que c'est suicidaire d'aller se battre contre quelqu'un dont on sait qu'il peut vous battre. Donc à quoi bon? Pourquoi ne pas en faire un ami? Et le moment venu, si vous êtes toujours fâché, vous lui mettez un peu de cyanure dans le café. Mais que d'aller vous battre avec Nganou, alors que vous savez qu'il va vous écrabouiller. Donc, Kanto avait 17 ans, le 15 janvier 1971, au moment de l'exécution du dernier chef historique de l'UPC, Ernest Ouandji. Non pas qu'il soit un ardent amateur des scènes d'horreur. Le pouvoir avait rameuté et on avait obligé tout le monde de venir prendre place à ce spectacle macabre pour décourager d'éventuelles velléités de résistance ou de rébellion. Donc, Kanto, il a beaucoup appris de l'histoire. Et son parcours politique est émaillé de cette expérience. Et ce que les gens appellent panafricanisme, ce que mon ami Bleu Goudet qualifie de panafricanisme spectaculaire, Kanto n'est pas dedans. Parce qu'il a appris pourquoi est-ce que nos pères fondateurs ont échoué. Une question d'ego. Aller se battre avec des gens alors qu'on n'était pas prêt, ne pas faire la ruse. Lui, si vous regardez le programme de Kanto, enfin, moi je ne suis pas membre du MRC, mais avec mes lunettes, qu'est-ce que je vois? Je l'entends souvent insister régulièrement sur la nécessité pour les pays africains de reprendre le contrôle de leurs décisions économiques. Ce qui rejoint ce que dit brillamment M. Fossé.
leurs décisions, leur destin politique et diplomatique. C'est tout ce que développe M. Fossine, mais dans un vocabulaire, une sémantique qui est propre à sa discipline, quant aux critiques, mais de façon modeste, de façon responsable, les dépendances de la colonisation et prône une autonomie stratégique pour les États africains. C'est-à-dire qu'il est dans une démarche de globalité, parce que vous comprenez bien que si vous isolez le Cameroun, déjà le Cameroun est à l'intersection du Golfe de Guinée, nous sommes en Afrique centrale, on ne peut rien faire tout seul. Si vous entreprenez quelque chose comme ça de façon solitaire, le Gabon à côté, on donne l'argent à un potier du Gabon, il vous fait la peau. Nous sommes entourés, il y a la Centrafrique, etc. Donc c'est pour ça que le professeur Kanto inscrit sa démarche dans une posture d'intégration régionale. Il est favorable à un renforcement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, ce n'est pas un magicien, et également de la communauté économique des États d'Afrique centrale, ce qu'on appelle la CEAC. Donc on ne peut rien faire sans s'inscrire dans le cadre d'intégration régionale. Parce que c'est une forme de panafricanisme. C'est une forme de... Parce que vous ne pouvez pas le faire seul. Il faudrait que vous teniez compte de la vie des autres, de leurs humeurs. Il faut accommoder les gens et évoluer petit à petit. En fait, ensuite, il y a des gens qui lui reprochent la réflexion sur le franc CFA. Mais Maurice Kamto a exprimé des critiques, mais des critiques pondérées à l'égard du franc CFA, symbole de la dépendance monétaire postcoloniale. Il ne rejette pas frontalement cette monnaie, mais il appelle à un débat ouvert et rationnel sur son avenir. Parce qu'il ne peut pas, à lui seul, prétendre disposer, comment je vais dire ça, de la science infuse. Il faudra discuter de ça en lien avec les dynamiques régionales et panafricaines. Et ensuite, il y a le volet de la solidarité africaine et diplomatie. Il a toujours plaidé pour une diplomatie africaine plus solidaire, plus consensuelle, parce que vous n'allez rien faire si vous braquez les gens contre vous, où les pays africains se soutiennent mutuellement. Parce que si vous commencez une révolution au Mali, et le Burkina Faso n'est pas avec vous, la Côte d'Ivoire n'est pas avec vous, le Niger n'est pas avec vous, vous faites comment? Donc, il faudra que tout le monde soit impliqué dans les grands forums internationaux. Par exemple, quand le Cameroun va voter, on se dit, voilà, le Mali a fait une motion. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne votons pas contre le Mali. Nous n'avons pas voté contre le Tchad. Mais quand on va voter pour le Cameroun, le Tchad va se rappeler, etc. Parce que tout ça, ça relève d'une observation minutieuse de ce qui s'est passé, de ce qui a constitué les échecs. Ensuite, il insiste sur la formation d'une élite africaine consciente. Ce que dit M. Fossé. Dans plusieurs discours, vous allez noter que je parle sur le contrôle de M. Fossé, qui est militant de ce parti. Il a insisté sur la formation d'une élite panafricaine, capable de penser l'avenir du continent de manière collective. Tu ne fais pas un pensum au Cameroun et puis un chercheur au Sénégal qui te contredit. Vous travaillez ensemble dans une optique de rupture avec les logiques néocoloniales. Vous allez trouver au Sénégal quelque chose qui est néocolonial, qui ne l'est pas au Cameroun, et vice-versa. Donc, le panafricanisme de Maurice Kamto, enfin, tel que j'en fais la lecture, est plutôt modéré, il est intellectuel, il est orienté vers l'action concrète plutôt que l'idéologie, l'incantation ou les slogans, et il s'inscrit dans une vision de réforme de l'État camerounais avec une ambition marquée de repositionner le pays comme un acteur influent dans la dynamique africaine. Parce que qui écoute encore le Cameroun aujourd'hui? Mais M. Fossé le disait, au temps d'Aïdjo, le Cameroun était une voix qui comptait, mais c'était une voix qu'on attendait, qu'on espérait, etc. Mais aujourd'hui, nous avons disparu de la scène internationale. Nous y allons pour des petits symboles, mais qui souhaitent la vie du Cameroun? Quelles leçons vous avez à donner aux gens lorsque vous êtes dans cet état? Mais nous revenons à la problématique que soulevait mon frère. Il faut repartir dans les fondamentaux. C'est ça qui va. Nous assistons à l'échec de l'Occident. L'Occident a échoué. Bob Marley avait l'habitude de dire, tu prends un caillou, tu le propulses, il peut aller loin. Mais il reviendra. Parce que quand tu l'envoies dans les cieux, ce n'est pas sa place.
Il reviendra à la place qui est la sienne. Et c'est Houphouët-Boigny qui raconte. Ils sont allés en Éthiopie. Il y avait Houphouët-Boigny, il y avait Kwame Nkrumah, il y avait Ahmed Sékou Touré. Et ils ont rencontré une dame. La dame leur a dit que quelqu'un d'entre vous va mourir à l'étranger. Et on va enterrer son corps à l'étranger. Un deuxième va mourir à l'étranger, on va enterrer son corps à l'étranger, on va le déterrer, on va le ramener. Un troisième va mourir dans son pays, mais tôt ou tard, on va saccager sa tombe. Et Houphouët disait, ça c'est moi. Il disait aux Français, c'est pour ça que j'ai reçu Gbagbo. Il a reçu Gbagbo, il a dit à Gbagbo, tu sais, j'ai fait le compagnonnage avec Mathias Djomessi, qui me disait que quand on vend les œufs, on évite la bagarre. Il dit, ça m'a pris des années pour comprendre ça. Et il disait à Gbagbo, vous pouvez faire ce que nous, on n'a pas pu. Vous avez l'école pour vous, courez avec eux. Et les générations d'après. Et il dit, c'est de ce jour que je te pardonne, lorsque cette femme a dit. Parce qu'il sait que, il dit, moi, au fouet, je sais que tôt ou tard, ils viendront saccager ma tombe. Les gens dont parlait cette dame, c'était Nkrumah. Nkrumah est mort à l'étranger, on l'y a enterré, on l'a déterré, son corps l'a ramené. Sékou Touré est mort aux États-Unis, à Cleveland, sur une table d'opération. On a enterré au Maroc, mais on a apporté une poupée géante en Guinée. C'est ce qu'avait dit cette femme. Mais ce qui m'intéresse, elle disait que les Blancs ont fait beaucoup de mal en Afrique. Mais il y a les lois de la nature. Elle a convoqué, avec ces mots, ce que les philosophes appellent la triple négation hegelienne. C'est-à-dire que chaque chose comporte en elle-même les éléments de sa propre destruction. Et les Occidentaux ont atteint ce point de non-retour. Vous allez partout en Occident, en France, au Royaume-Uni où je suis, on assiste à un vieillissement de la population. Mais nous, en Afrique, nous n'avons pas d'argent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous articulons automatiquement la solidarité entre les générations. En Afrique, nous n'avons pas de maison de vieillesse. Parce qu'on ne prend pas ses parents, on va les mettre dans un camp de concentration appelé EHPAD. On les garde avec nous. On leur rend ce qu'ils nous ont donné, car nous leur devons la vie. Il parlait tout à l'heure, M. Fossine, de la métaphore d'une grand-mère. Les gens n'ont pas compris. Est-ce que vous avez vu les enfants nigérians ici au Royaume-Uni? Ils sont très bien élevés. Vous voyez un jeune Nigérian, il ne vous connaît pas dans le bus. Il est assis, il te dit, uncle, please, take a seat. Parce qu'il ne fait pas ça avec un blanc. Il te voit, tu es noir. Il te dit, uncle, please, assois-toi. J'ai souvent des larmes aux yeux. Et nous avons tourné le dos à nos traditions par complexe d'infériorité et parce que je vais appeler les préjugés négatifs. Parce qu'il y a des préjugés favorables. Mais il faudrait que nous repartions à cela. Monseigneur Dormo avait dit à André-Marie Mbida, je ne suis pas tribaliste. C'est pour ça que je demande aux Bamileke d'épouser les femmes d'autres régions. Si j'étais tribaliste, je n'allais pas leur dire. Mbida lui a dit pourquoi. C'est Pierre Mesmer qui raconte ça dans ses mémoires. Mbida lui a dit, si je laisse les Bamileke se marier entre eux, dans 100 ans, il n'y aura que les Bamileke au Cameroun. André-Marie Mbida lui a dit pourquoi. Il dit, tous les week-ends, un Bamileke repart dans son village. Quel que soit son village. Il a prétexte à repartir dans son village. Qui pour un enterrement, qui pour un baptême, qui pour assister à un deuil, etc. Mais vous avez d'autres, ils sont en ville, on les ramène au village le jour de la mort, souvent il n'a même pas une maison là-bas. Et ça rejoint un programme que j'avais fait un jour intitulé les piliers constitutifs du dynamisme bamileke. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle du dynamisme bamileke, on oublie que les Bamileke font partie d'un camp ensemble qu'on appelle le peuple Grassfield, les Tikars. Vous avez, pourquoi est-ce que tout le monde repart? Même un Bamileke qui est né à Douala, on repart au village. Pourquoi? Parce que chez le Bamileke, le nombril est associé à la terre, de la réconciliation de laquelle l'âme peut aller faire le voyage vers les ancêtres. Et pour cela, il y a des règles qu'il faut respecter. Vous avez le dos, qui est une forme de tontine. Monsieur Leroux a perdu un membre de famille. Il invite M. Fossine. M. Fossine vient l'assister.
on ne va pas laisser M. Fossine affamé. M. Fossine va y manger, il va boire de l'eau, quelque chose, ou du vin de Pâques. Mais ce repas que prend M. Fossine, c'est une dette qu'il compte. Le jour que lui mourra, il faudra que ses parents invitent M. Leroux pour payer la dette de ce repas qu'a consommé M. Fossine. S'ils ne le font pas, M. Fossine est là-haut avec les ancêtres, on va lui dire, Fossine, lève-toi. Tu dois une dette. Tu as mangé chez Leroux. Maintenant, toi, tu es mort. Leroux ne veut pas, les gens ne veulent pas organiser pour que Leroux aussi vienne manger. C'est une dette. Donc, Fossine va se manifester à travers des songes. Mais pour que les parents reçoivent ce songe, ils doivent être purs. Il y a des moments où ils ne font pas d'amour, il y a des moments où ils s'abstiennent, il y a des périodes d'abstinence. C'est que les musulmans font, les dominicains le font. Demandez dans les cercles initiés. Donc, on les appelle les grands prêtres. Donc, il va recevoir un message de Fossine. Fossine va leur dire, là où je suis très mal. Pardon, organisez quelque chose pour rendre la nourriture, la fameuse nourriture que j'ai mangée chez nous. Si les parents ne le font pas, il y aura des signes. Soit vous allez faire un accident, premier avertissement, votre femme va accoucher des enfants qui vont mourir à chaque fois. Si vous persistez, vous allez faire un accident, vous risquez de faire de la prison et même de perdre votre travail. Donc les gens interprètent ça. Ça plane sur votre tête. C'est une espèce d'épée, comment on va appeler ça? Damoclès. Excellent, excellent. Donc c'est cela. Donc, il faut repartir. C'est-à-dire, il y a quelque chose malheur et bon. Nous assistons au déclin de l'Occident, mais qu'est-ce que nous gagnons quoi de ça? Ce n'est pas en allant derrière les Russes. Restons nous-mêmes, parlons-nous, voyons ce que nous avons en commun, c'est que nous avons surtout les différents. Nos différences doivent être la source de nos richesses. Mais ce n'est pas en allant avec les Russes, avec les Américains, avec les Français. Nous avons un potentiel. Regardez même les organismes dont nous avons hérité. Vous savez combien de temps un blanc met à cicatriser lorsqu'on le perd? Mais un noir, au bout d'une semaine, il a cicatrisé après une opération. Donc, nous avons des richesses. Mais le problème, c'est notre paresse. Parce que nous voulons nous contenter de ce que j'appelle le prêt-à-porter, le prêt-à-partir. Travaillons, refaisons les fondamentaux, arrêtons les querelles inutiles. Et il faut convaincre un grand cercle de réflexion. Appelez-le comme vous voudrez. Si le RBC arrive au pouvoir, je sais que ça ne sera pas business as usual, il faudra faire une refonte. Repartir sur des bases nouvelles. Merci, hein, monsieur Dupont, pour avoir apporté des éléments de réponse à la question posée de savoir qu'est-ce qu'un candidat panafricain aujourd'hui en 2025? Et à travers votre réponse, on a très bien compris que le Cameroun, parce qu'il s'agit du cas du Cameroun, que le candidat idéal à cette notion de panafricanisme, c'est le professeur Maurice Kamto. Oui, à cause de la modestie, de l'humilité, de la prudence de sa démarche. Parce qu'il y a combien... Bon, si vous prenez quelqu'un comme Badakani, il s'est dit aussi panafricaniste. Qu'est-ce qu'il a en commun avec quelqu'un d'autre qui s'est dit panafricaniste? Le panafricanisme, c'est devenu un fourre-tout, une valise, un mot valise fourre-tout, où il y a à manger et à boire pour tout le monde. Mais j'ai découvert M. Fossine sur votre panel. Regardez l'épaisseur de son intellect, le sérieux de sa démarche. Mais vous avez des gens qui confondent le panafricanisme avec des incantations et des slogans. Alors que le panafricanisme, il est tout là. Ce n'est pas un mot magique, c'est une réalité. Invitez souvent M. Fossine, parce qu'il explique ça à merveille. Justement, je vous rassure, hein, monsieur Jean-Pierre Dupont, c'est dans cette démarche que monsieur Fossine ne se retrouve pas sur le plateau par hasard. C'est justement parce que nous avons évalué sa pertinence et la fiabilité de sa connaissance que nous sommes dirigés vers lui. Je vais justement poser cette question à monsieur Fossine parce que je crois que de par ses recherches, il semble avoir des éléments pertinent, hein, à la question que je vais poser tout à l'heure, de savoir
le danger d'un panafricanisme populaire et creux, c'est quoi, M. Foussi? Mais merci en tout cas encore une fois pour les compliments. Je dis toujours, c'est avec beaucoup de modestie que je les prends. Je ne vois pas ce que je fais d'extraordinaire. J'étudie juste un tout petit peu et je partage avec ceux que je peux mes modestes connaissances. Donc, une fois que j'ai dit ça, c'est une excellente question que vous posez, qui rejoint d'ailleurs ce que M. Jean-Pierre Dupont est en train de vous dire tout à l'heure. Beaucoup de gens pensent que le tapage c'est le panafricanisme. Ça n'a rien à voir. Quand vous prenez tous les grands penseurs du panafricanisme, il n'y en a aucun qui est tapageux. Et le fait même de voir dans une démarche comme celle de Marcus Garvey, quelqu'un qu'on dit étant dans une démarche tapageuse, ce n'est pas une démarche de l'arrogance inutile, de l'excès d'ego. C'est une démarche plutôt de la volonté excessive de voir les choses bouger et de vouloir que les choses évoluent. Le professeur Moïse Kamto a la particularité d'être quelqu'un qui a bien cerné ce que c'est que le panafricanisme. Il le dit d'ailleurs lui-même pour ceux qui l'écoutent. Et M. Dupont vous l'a dit en d'autres mots ici, où il demande justement la formation d'un certain nombre de cercles de réflexion sur le panafricanisme. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on va revenir. On a par exemple pour habitude de l'entendre dire il est pour un panafricanisme pragmatique. Je répète, pragmatique. Encore une fois le mot pragmatique. Le panafricanisme pragmatique, ce n'est pas être tapageux. Ce n'est pas être en train de faire du bruit partout. Non, ce n'est pas ça. Absolument pas. Quand vous faites d'ailleurs cela, c'est d'ailleurs le grand problème que l'Afrique a. On est toujours emprunt très rapide à aller partout sur les réseaux sociaux, crier, hurler ceci et cela, je vais faire ci, je vais faire ça et tout, toutes sortes de démonstrations, toutes sortes de signes de réactions et consorts. C'est puéril. Pourquoi? Parce que la géopolitique, comme l'Occident nous l'a imposé aujourd'hui, ne s'accommode pas de tout ça. En face, il y a des gens qui sont bien organisés, bien structurés, qui ont des mécanismes pour vous contrer, qui ont toutes sortes de centres d'études qu'on appelle des think tanks. Ils ont des spécialistes de l'Afrique, du Moyen-Orient, des États-Unis, consorts. Donc, ils passent le temps à vous analyser et vous étudier. Ils vous connaissent de fond en comble. Ils savent ce quel levier appuyer pour susciter des oppositions contre vous dans votre propre pays, sur votre propre territoire. Mais parce que vous êtes trop tapageux, généralement, vous n'arrivez pas au but. Ce qui a manqué dans un bon nombre de cas, un certain nombre de mouvements de lutte de libération des Noirs, c'est justement la stratégie et le pragmatisme. On n'a pas besoin de crier de midi à 14h qu'on est panafricaniste pour l'être. Non. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous êtes panafricaniste et machin et tout. On a même entendu des gens dire que Paul Biya est panafricaniste. Un monsieur qui s'est rendu en 43 ans, il s'est rendu, puisque quand lui, il arrive au pouvoir, l'OUA existe déjà depuis 1963. En 43 ans d'exercice de pouvoir de 82 à 2025, M. Biya s'est rendu aux conférences de l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, et qui par la suite est devenue l'UA, l'Union africaine, dans les années 2000. M. Biya s'y est rendu 3 fois en 43 ans. 3. Donc pendant 40 ans, on ne l'a pas vu passer là-bas. Il n'y a jamais mis les pieds à Addis Abeba, là où il y a le siège de l'Union africaine. D'ailleurs, à la différence de la Guinée équatoriale, on rend d'ailleurs hommage aux Camerounais encore une fois à Addis Abeba. Il y a une rue qui porte le nom Cameroun à Addis Abeba, en hommage justement à la contribution que le Cameroun a apportée, pays qui était parmi les 27 qui ont créé l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine dès le début, mais aussi avec les apports intellectuels qu'on a mentionnés de divers Camerounais dans les luttes de libération un peu partout sur le continent, en considérant un certain nombre de leaders. Il ne s'y est jamais rendu. À l'inverse, vous avez donc le professeur Moïse Kamto qui dit « Je suis pour un panafricanisme pragmatique. Je ne vais pas aller faire beaucoup de tapage et de bruit. » D'ailleurs, il publie tous les lundis un texte. Le texte du lundi dernier parle de l'humilité, justement, dont parlait M. Jean-Pierre Dupont ici, régulièrement. C'est une caractéristique principale des cultures africaines. Quand vous avez même le Lamido n'est pas là pour parler de lui-même, mais c'est taper toutes sortes d'air et consorts, les rois et les chefs et tout. Ce n'est pas eux qui font leurs propres éloges. Ils laissent que d'autres le fassent. Pardon. Et donc, le professeur Moïse Kamto publie un texte lundi dernier où il parle justement de l'humilité dans le dernier paragraphe. Il dit quoi en substance? L'humilité n'a jamais été un obstacle à l'élévation. Elle est la marque des plus grands. Notre valeur intrinsèque tient à notre excellence dans notre métier, quel qu'il soit, et non pas à un parchemin ou à la revendication tapageuse. On a parlé de tapageur ici tout à l'heure. Ça se retrouve dans ses écrits. À la revendication tapageuse d'un monopole du savoir. Il y a
a beaucoup de gens qui revendiquent un monopole du panafricanisme aujourd'hui. De manière tapageuse, on crie beaucoup, on hurle beaucoup. C'est très puéril. On est sur des plateaux de télévision en train de révéler ces stratégies, mais comment vous allez arriver au bout avec ça? Avec des gens qui, même à l'époque où les moyens de renseignement modernes, où les moyens d'écoute et modernes n'existaient pas encore, d'espionnage moderne n'existait pas encore, une fois que vous teniez une réunion dans la Sanaga maritime hier, le lendemain, les conclusions par le télégramme. Le télégraphe ou le télégramme à l'époque, je ne sais pas trop, mais il n'y avait même pas encore le téléphone, la ligne téléphonique internationale. On savait déjà ce que vous aviez décidé là-bas, qui a participé à la réunion et autres. Et vous partez sur les plateaux de télévision tous les jours pour révéler quelles sont vos stratégies. Ce n'est absolument pas sérieux du tout. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. On va se mettre sur les réseaux sociaux et décliner tout ce qu'on pense faire. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse vous contrecarrer. Si le professeur Moïse Kamto était dans une logique où lui-même, il avait cette habitude-là de déclarer tout ce qu'il compte faire, moi je ne serais pas d'accord. Mais il met des petites pépites sur le chemin pour indiquer aux gens, suivez ces traces. Et si vous suivez bien cette trace-ci que je laisse, vous allez savoir où je vous emmène. Voilà comment il procède. Et c'est pourquoi il parle d'un panafricanisme pragmatique. Il n'est pas là tous les jours en train de se dire l'AES, la France dehors, Abbas ceci, Abbas cela. Il n'en a pas besoin. Mais il dit simplement que la souveraineté est importante pour les nations. Il dit aussi que ce n'est que dans la constitution des fédérations, c'est d'ailleurs l'un des éléments, l'un des pans de son programme de gouvernance, dans la constitution des fédérations que nous allons pouvoir nous en sortir. Un État africain isolé ne peut pas s'en sortir. Il propose donc les États-Unis d'Afrique centrale. Les États-Unis d'Afrique centrale, depuis 2012, dans son programme de gouvernance, dans le programme de gouvernance du MRC, depuis 2012, avant même que l'AES ne naisse dans les années 2020, il était déjà acté que avec un ou deux États en Afrique centrale qui sont prêts à faire une fédération, on y va. Pourquoi? L'exemple de l'AES nous le montre. Le Niger faisait face à une menace de guerre, d'invasion militaire pour renverser le régime du général Tiani, qui avait donc renversé Mohamed Bazoum, l'un des élèves les plus intéressants de la France. Et la CEDEAO, totalement inféodée, avec des pays qu'on ne s'attend pas, comme le Ghana, le Nigeria, qui acceptent les propositions venues de l'Élysée de mener une campagne militaire qui est soutenue donc par l'Élysée, commence à mettre sur pied des contingents d'armées. La Côte d'Ivoire dit j'envoie 700 soldats, le Sénégal commence à déclarer le nombre de soldats et de moyens militaires qu'on va mettre à disposition pour aller rétablir l'ordre constitutionnel selon eux au Niger. Il a suffi d'une simple déclaration du Mali et du Burkina Faso qui disait si vous entrez au Niger pour leur faire la guerre, nous on va aller s'allier à eux pour vous faire la guerre aussi, ils ne seront pas seuls. Donc ça sera quelques forces contre quelques forces. Et j'aime bien une citation du président de notre organisation, le docteur Amdad Boukari Yabara, qui dit que l'impérialisme c'est une machine, une organisation constituée de multiples États. Seule une autre machine, une autre organisation constituée de multiples États peut y résister. S'isoler, c'est mourir. Et il termine en disant, je répète, s'isoler, c'est mourir. Donc, c'est ce que Kwame Nkrumah disait aussi d'une autre façon. We must unite or we perish. There is no time to waste. It is African Union now. We must unite or we perish. Il a bien compris que si les autres ne se unissent pas à moi, on passera par certains pour venir me déstabiliser. Et ça va continuer comme cela. Donc, le professeur Kamto n'a pas besoin d'être tout le temps en train de crier son panafricanisme sur tous les réseaux, d'y hurler, d'être tapageur dans la manière dont il envisage le panafricanisme. Mais il est pragmatique dans cette approche-là. Et en cela, vous allez reconnaître un certain nombre d'innovations. D'abord, l'aspect linguistique. De prévoir de faire avec l'ensemble des langues nationales une langue camerounaise qui va pouvoir être le socle vraiment entre tous les Camerounais. Parce que la langue, c'est le véhicule de la culture, le véhicule de vos valeurs, le véhicule de vos traditions, le véhicule de votre identité. Monsieur Fossé, si vous permettez, je vais devoir m'excuser. J'avais prévenu l'Europiana. Nous avons une grande conférence demain ici à Londres. Peut-être que vous êtes au courant. Je serai le modérateur. Donc, il faut que j'aille me préparer, etc. J'ai beaucoup apprécié et bon, ce n'est qu'à nous revoir. On se reverra certainement. On a un rendez-vous déjà dimanche auquel je vous convie déjà avec l'Europiana sur les faits marquants au Cameroun, etc. On parlera donc des choses les bien. Mais merci infiniment. Je suis hélas désolé, je dois vous laisser. Faut que j'ai quelques temps de sommeil. On a une réunion qui commence demain. Je vous rendrai compte. D'accord. Merci, bonsoir.
Et je vous appellerai parce qu'il y a quelqu'un qui m'a passé un message pour vous. Donc, je vous appellerai peut-être demain, plus tard dans la journée, pour essayer de vous passer le message. Mais merci en tout cas pour vos éclairages. C'est dommage, on aura l'occasion de revenir sur cela parce que je crois qu'il est important que nous puissions également bien présenter quelle est l'offre du MRC donc au niveau du panafricanisme. Je ne vous retiens donc pas plus longtemps. Merci à vous et à très bientôt, Monsieur Dupont. Merci infiniment. Merci, Monsieur Dupont, et à dimanche. À dimanche soir. Oui, donc comme je disais, effectivement, le MRC entend mettre sur pied une langue qui sera une langue camerounaise. Comment est-ce que la langue en question va être réalisée? Il y a pas mal de linguistes au Cameroun qui font des travaux exceptionnels pour transformer nos langues qui sont très souvent orales en langue écrite également, qui peuvent également s'adapter aussi à l'enseignement, c'est-à-dire que la mathématique et autres. On demande simplement à ces linguistes de se mettre ensemble, d'utiliser des éléments de chacune de nos langues, par exemple, c'est-à-dire prendre quelques mots pour constituer l'orthographe de cette nouvelle langue nationale-là, de prendre quelques mots dans chacune de nos langues, de manière à ce qu'aucune langue ne se sente lésée et qu'aucun peuple ne dise on nous impose une langue qui est celle de notre peuple. On prendra donc des éléments de chacune de plus de nos 200 langues pour en constituer une grammaire et un corps orthographique unique qui va permettre donc d'édifier la nouvelle langue qui sera parlée par tous les Camerounais, ce qui va permettre de battre en brèche les clivages ethniques et consorts. Premier point. Donc ça, c'est le panafricanisme aussi, c'est unir, retourner à nos propres valeurs, à nos propres langues. C'est une langue nationale qui sera donc la langue qui va primer au fur et à mesure progressivement et qui va donc remplacer officiellement donc le français et l'anglais comme langue officielle au Cameroun. Ça, c'est l'un des éléments, justement, sur lesquels nous nous appuyons. Vous avez autre programme au niveau donc, du MRC sur les aspects du panafricanisme qui disent, par exemple, que il faut un programme de jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. Jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. Vous ne pouvez pas être dans une logique où vous voulez créer les États-Unis d'Afrique et continuer toujours à solidifier et à rigidifier les petites barrières qui ont été héritées de la colonisation. Et c'est dommage que monsieur l'anthropologue, monsieur Dupont, soit parti parce que j'avais prévu justement de montrer, comme habituellement, un certain nombre d'éléments. Le professeur Moïse Kamto publie régulièrement des textes tous les lundis sur les questions de souveraineté, justement. Et quand on va parler justement de la capacité des États à être souverains, je vais essayer donc de parler de quelques éléments bien précis. Voilà des textes, par exemple, que le professeur Moïse Kamto nous propose. Je vais vous en présenter un certain nombre rapidement et puis je prendrai les prochaines questions donc, de M. le recteur. Permettez-moi juste d'installer la caméra de telle sorte que vous puissiez donc voir les textes en question. Vous avez donc ici l'une de ces pensées sur la notion de la souveraineté des États. Je vais essayer d'agrandir un peu plus pour que tout le monde puisse voir. Voilà, je les mets dans un format qui fait en sorte que chacun pourra lire. Hein. Ça, c'est la pensée du professeur Moïse Kamto, numéro 27, en 2024. Il fait un texte tous les lundis. Et d'ailleurs, je fais le décryptage des textes du professeur Moïse Kamto sur ma propre page. Donc, Footing PH, n'hésitez donc pas à me suivre et à venir tous les lundis partager avec nous la perception que nous avons dans des textes du professeur Moïse Kamto. Voilà donc ce que dit le professeur Moïse Kamto sur la souveraineté. La souveraineté est l'essence même de l'État, car elle est synonyme d'indépendance. C'est la capacité d'un État à décider de ses propres affaires. Comme on a parlé tout à l'heure du franc CFA, des accords de coopération qui imposent justement la culture, l'enseignement du français et d'un cursus éducatif de type français, sanctionné par des diplômes de type français. Tout cela, c'est de cela qu'il parle ici. Il dit c'est la capacité d'un État à décider de ses propres affaires, de faire librement le choix de ses intérêts, de ce qui est bon pour son peuple et de ce qui peut déterminer son avenir. Une entité territoriale non indépendante, même dotée d'institutions politiques, ne constitue pas un État au sens du droit
et des relations internationales. C'est-à-dire que quand vous avez tous les attributs, vous avez un drapeau, vous avez l'hymne, vous avez un territoire, vous avez un gouvernement, cela ne suffit pas pour prétendre que vous êtes un État indépendant et souverain. Il faut vraiment que vous soyez en capacité de gérer votre propre destin, de décider de vos choix, dans votre propre intérêt, de décider de votre avenir, d'éduquer, de décider de ce qui est bon pour votre peuple, en termes d'éducation, en termes de savoir, en termes de connaissances et tout. C'est ça le panafricanisme, ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas être tapageur pour pouvoir le dire et le faire comprendre. C'est simplement faire comprendre aux uns et aux autres que désormais, il faut rompre avec la domination, qui nous impose une domination culturelle, qui nous impose une domination du système éducatif. Le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est un conseil qui était créé depuis l'époque coloniale et qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est des vestiges de la colonisation. Vous avez tous nos diplômes qui sont des diplômes de type français et vous avez l'obligation d'utiliser des manuels acceptés par la France pour pouvoir bénéficier donc de cette garantie de diplôme de type français. Mais nous pouvons décider d'avoir nos propres diplômes à nous. Il y a des pays africains qui ont leur propre système éducatif et leur propre diplôme. Ça ne leur empêche pas d'exister et de faire en sorte que leurs enfants puissent être excellents partout où ils sont dans le monde. Pareil pour la monnaie. Il y a des États africains qui gèrent eux-mêmes leur monnaie, qui impriment eux-mêmes leur monnaie, qui gèrent eux-mêmes leurs réserves de change. Ça ne leur empêche pas d'exister. Ils décident de ce qui est bon pour eux. S'ils ont besoin de dévaluer la monnaie, ils la dévaluent pour pouvoir faire plus d'exportation. S'ils ont besoin de la réévaluer, ils la réévaluent. Donc, il faut cette liberté-là. Et c'est ce que le professeur Kamto dit ici. Le fait pour un État d'être souverain ne peut être qu'une situation transitoire. Le fait pour un État d'être non souverain plutôt ne peut être qu'une situation transitoire. C'est pourquoi, dans ses relations avec les autres États, tout État conscient de sa qualité et de son statut a pour devoir, je dis bien devoir, de se battre en permanence pour conforter ou préserver sa souveraineté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Ils vous disent que vous avez le devoir de vous battre pour vous conforter votre liberté. Voilà en quoi on est dans une logique du panafricanisme. Si j'ai précisé que la définition du panafricanisme, c'est une idéologie de totale libération et d'unification de l'Afrique. Donc on va voir la partie unification. Là, on est sur la partie de libération. Il faut être totalement indépendant de toute ingérence, de toute soumission, de tout diktat. Décider soi-même de tout ce qui est bien pour soi et pour ses enfants. C'est ce que dit le professeur Kamto. C'est pourquoi, dans ses relations avec les autres États, tout État conscient de sa qualité et de son statut a pour devoir de se battre en permanence pour conforter ou préserver sa souveraineté, pour la récupérer ou ne pas la perdre. Donc, pour la récupérer ou ne pas la perdre. Il s'agit d'un enjeu vital. Donc, le professeur Kamto dit que la souveraineté, là, c'est un enjeu vital. La libération, là, c'est un enjeu vital. C'est déterminant. Premier truc. Maintenant, on va passer à la partie de l'unification. Quand on parle de fédération et qu'on sort dans une autre de ses pensées, publiée, la pensée numéro 44, publiée en 2024 également, sur sa page, il nous dit ceci. On ne peut continuer à se lamenter que nos États actuels sont le résultat des frontières arbitraires tracées par les puissances extérieures et continuer à solidifier des nationalismes avortants et à rigidifier des frontières absurdes au regard des réalités sociologiques sur le terrain et de l'ambition de construire une architecture étatique au niveau continental. Construire les États-Unis d'Afrique, construire une architecture continentale, il dit. Donc vous ne pouvez pas être en train de vouloir dire qu'il faut faire une fédération, qu'il faut l'Union africaine, que les pays africains doivent se mettre ensemble et continuer à vouloir vous baser sur les frontières artificielles tracées par la conférence de Berlin de 1884-1885. Il faut absolument rompre avec ça. Il faut absolument sortir de ça. C'est pour ça que c'est pourri qu'un Camerounais dise « Mais les Gabonais, vous n'avez pas parlé du Cameroun ». C'est totalement faux. Le professeur Kamto est dans une autre vision. Une vision que ce n'est qu'ensemble qu'on peut y parvenir. C'est totalement faux de dire qu'un Sénégalais dise « Mais vous, les Camerounais, ne parlez pas du Sénégal ». Parce que l'indépendance du Sénégal est intrinsèquement liée à l'indépendance du Cameroun. Si ce n'est pas lié, on passera, comme M. Dupont l'a dit, par votre voisin pour venir vous déstabiliser. Et ça s'est vu à maintes reprises sur maintes territoires africains, où on passe par la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina Faso. Après, on passe par le Burkina Faso pour entrer en Côte d'Ivoire. On passe par le Niger pour attaquer celui-ci. On passe par l'Algérie pour attaquer le Mali, ainsi de suite. Ce n'est que comme cela que l'impérialisme procède. Donc la lutte de libération contre l'impérialisme, c'est une lutte qui doit s'envisager d'un niveau global, d'une manière globale si on veut se libérer. Aucun Africain tout seul n'est en mesure de se libérer. Je vous ai donné la citation de Hamza Boukari Yabara ici, qui disait que l'impérialisme c'est une machine, une organisation formée de plusieurs pays. Pour s'en libérer, il faut également se mettre dans une logique où on est une machine et une organisation de plusieurs pays. S'isoler, c'est mourir. Ce n'est que ça que vous devez retenir.
Donc même les Camerounais qui vont dire aux Gabonais ne parlez pas de la... Non, c'est totalement faux. On a besoin de parler tous ensemble de nos politiques pour pouvoir se libérer. Le professeur Kamto invite donc ici à oublier les frontières qui ne correspondent pas d'ailleurs à nos réalités sociologiques. Vous avez les femmes au Gabon, les femmes en Guinée équatoriale, les femmes au Cameroun. Vous faites comment pour les séparer? C'est la même chose au niveau du Nigeria. Comme ça, vous avez des ennemis qui se trouvent de part et d'autre. C'est la même chose partout. Les Peuls se retrouvent au Cameroun, en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs. Donc, c'est totalement absurde de continuer à maintenir ces barrières-là. Il continue donc à dire les communautés économiques régionales et sous-régionales, souvent conseillées par ceux-là même qui morcellent l'Afrique, ont montré soit leurs limites, soit leur caractère pernicieux du fait de leur instrumentalisation. C'est maintenant que nous devons regrouper, partout où cela est possible, nos États actuels pour construire des fédérations. Voilà, c'est le dernier mot, pour construire des fédérations. Il n'a pas attendu l'Alliance des États du Sahel. Il était déjà dans une logique où il faut des fédérations pour pouvoir nous libérer et nous battre nous-mêmes et obtenir nos propres indépendances. Donc voilà à peu près la pensée de l'homme sur les questions de la souveraineté, sur les questions de l'indépendance et sur les questions de fédération et de constitution des États-Unis d'Afrique. Donc, je m'arrête là en disant que je vais revenir sur le point qui me semble le plus important par la suite. C'est celui de l'éducation. Là-dedans, il y a encore une autre innovation qui est particulièrement importante et intéressante. La réforme du système éducatif que propose donc le MRC pour sortir d'un système éducatif de type colonial qui avait pour vocation de former les accesseurs de l'administration coloniale ou les remplaçants des administrateurs coloniaux, mais qui n'était pas basé sur notre propre narrative, notre propre histoire, notre propre réalité. Il faut donc changer cela aussi. Et on va le voir par la suite. D'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, je propose, parce que cette soirée était un peu dédiée au panafricanisme, mais j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Foutine, vous avez ouvert une brèche qui me permet n'est-ce pas, de voir avec vous une box pour vous convier davantage à venir détailler les différents plans, les différents chantiers du MRC sur n'est-ce pas, notamment l'aspect de l'éducation qui me semble également être très important et donc je pense que je serai obligé de me référer à vous pour organiser un live, un direct pour justement en parler de cette question. Ça, avec grand plaisir, Monsieur Leroux, mais vous avez aussi eu Claude Wilfried Ekanga, qui est également très calé sur les questions justement du programme de gouvernance du MRC et qui lui-même à la base est d'abord panafricaniste avant de devenir militant du MRC exactement comme moi. C'est le même parcours à peu près. Mais il est encore plus calé que moi, il sera aussi très indiqué pour édifier les Camerounais sur la proposition du MRC. Mais j'accepte l'invitation volontiers d'un point de vue personnel. D'accord, merci pour cette alternative que vous me proposez aussi. Je prends acte. Cependant, Monsieur Fossine, je crois que nous avons atteint, n'est-ce pas, l'essentiel nous avons fait l'essentiel de notre direct et vous avez répondu à l'ensemble des questions qui me semblaient très importante et je pense que vous avez apporté des éléments de réponse factuels et plutôt convaincantes pour certaines personnes qui nous ont écoutés ici. Et je voudrais donc à la suite de cela dire ou alors demander à Dame Chantal si elle est là dans les commentaires pour qu'elle monte nous faire la synthèse et on verra dans quelle mesure ensuite prendre 2 ou 3 questions. D'accord. Donc, permettez-moi juste, avant qu'on ne puisse clôturer, donc, de faire écouter un petit extrait. Mais on reviendra dessus par la suite. Je vais vous faire écouter un petit extrait, justement, de la rencontre du professeur Moïse Kamto avec le corps enseignant. Et c'est très important et très intéressant ce qu'il va dire. Je vous laisse écouter d'abord. Et le baccalauréat. Donc, l'élève, sur ces 2 segments, se concentre. Si pour une raison ou pour une autre, il voit qu'il ne va pas aller jusqu'au bout du 2e diplôme, et s'il interrompt après le 1er diplôme, il aura quand même un niveau, s'il veut présenter un concours, il peut le faire. S'il veut aller dans le secteur privé, il aura un niveau qui lui permet de donner satisfaction à son employeur. Et s'il veut s'installer à son propre compte, il aura un niveau qui lui permet de s'insérer dans la vie économique active. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de diminuer ou de dégrader
dégrader ou de dévaloriser le niveau de l'enseignement, les contenus, et je pense que peut-être on projettera tout à l'heure pour montrer ce qu'il y a dans les contenus, seront globalement les mêmes, mais réaménagés avec un accent sur les disciplines scientifiques et technologiques, et puis dès le départ aussi avec un accent vraiment sur l'enseignement de l'histoire du Cameroun, l'enseignement des humanités africaines, d'histoire de l'Afrique et des choses comme ça. Si vous avez bien entendu, il dit, il va réaménager. Le MRC entend donc réaménager avec le professeur Moïse Kamto le système éducatif. Pas pour enlever tout ce qui s'y trouve actuellement, mais pour y introduire, il dit dès le début. Ça veut dire que dès que l'enfant commence à aller à l'école, dès le début, on introduit l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique et globalement ce qu'on appelle les humanités classiques africaines. Parce que quand vous introduisez les humanités classiques africaines, ça veut dire que toutes les notions que nous sommes en train d'évoquer ici, de panafricanisme et consorts, sont introduites. Ça veut dire aussi que vous mettez des noms, les figures que nous avons enseignées ici là. Ça veut dire que vous mettez l'idéologie que nous avons enseignée ici. Et une fois que vous le faites, les enfants sont déjà équipés. Ils n'auront pas besoin de souffrir comme moi pendant 13 ans pour apprendre en autodidacte tout ce que je sais aujourd'hui. Ce sera déjà ce qui leur sera enseigné à l'école. Autre élément, bibliothèque nationale, mais une bibliothèque des mondes noirs. Pourquoi une bibliothèque des mondes noirs? Parce qu'il faut qu'au Cameroun, les enfants africains de tous horizons, quand ils viennent, ils puissent trouver l'ensemble des ouvrages que les Noirs ont produits. C'est cela le panafricanisme. Donner les connaissances africaines aux enfants. C'est tout. Toutes les connaissances noires aux enfants, vous le leur donnez. Vous êtes en train de faire le panafricanisme. Vous les préparez à ce que le panafricanisme devienne donc une religion pour eux. Et une fois que ces enfants sont formés de cette manière-là, ils n'auront pas dit au Tchadien, mais tu es Tchadien, ne parle pas du Cameroun. Il sera plutôt le premier à inviter le Tchadien à venir collaborer avec lui pour se libérer, pour se développer, pour créer, pour enrichir le continent africain, pour protéger surtout l'Afrique contre les conquêtes et les reconquêtes. Le professeur Kamto dit d'ailleurs, dans une de ses sorties, je vous parle du monde et des dangers qui guettent les nations impréparées et divisées. Vous me parlez de votre village et de la haine que vous avez pour votre voisin. Comme si cela vous pourrait vous protéger des conquêtes et des reconquêtes. C'est exactement ce dont on parle. Il n'y a qu'une histoire de conquête et de reconquête dans l'humanité. Donc c'est important et capital que vous soyez conscient de cela et que vous soyez préparés pour mener les batailles. Beaucoup d'autres aspects sont évoqués, des aspects de défense et consort. Dans la pensée de Kamto, dans la pensée du professeur Moïse Kamto, il le dit, mais les gens ne lisent pas et ne l'écoutent pas suffisamment. Mais il n'est pas tapageur. Il ne va pas aller crier beaucoup sur les réseaux ou sur une chaîne panafricaniste, soi-disant, pour dire voici ce que je vais faire, voici ce qu'il faut faire. Par contre, comme je disais tantôt, dans son passage, il laisse des repères, des balises, que quand vous suivez, vous savez là où il est en train de vous mener. C'est un révolutionnaire du panafricanisme. Si vous mettez les humanités classiques africaines, et il me mentionne Cheikh Anta Diop dans la suite de la vidéo, si je ne me trompe pas. Voilà ça. Ah, sinon, globalement, on va juste enlever les matières superflues qui ne sont pas nécessaires pour donner en fait un poids plus. Je pense qu'il va mentionner Cheikh Anta Diop dans cette partie-ci. Voilà ce que nous proposons. Et nous... Bon, je vous laisserai ça pour le live là où nous parlerons plus amplement donc du programme de gouvernance du MRC. Mais c'est une propre révolution, honnêtement, à tous les points de vue. Ce n'est que la connaissance qui peut nous libérer. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. De science jusqu'aux dents. Parce qu'à connaissance égale, la vérité triomphe. Donc il faut avoir les connaissances. Moi, si je dois m'asseoir aujourd'hui pour parler avec quelqu'un qui va venir parler de la thèse de l'infériorité, de l'inégalité des races, comme quoi la race blanche est supérieure à la race noire, je vais rigoler à son nez. Je vais apporter les preuves scientifiques, mais vous rigolez ou quoi? C'est nous qui sommes le berceau de l'humanité. C'est nous qui vous avons donné tout, y compris les sciences, l'éducation, la médecine, la philosophie, l'astronomie et consorts. C'est nous qui sommes les pères de tout ça. Vous êtes venus voler ça chez nous. Donc, vous n'avez pas à venir vous vanter de quoi que ce soit. S'il y avait des gens qui avaient été bien formés dans la salle, lorsque Nicolas Sarkozy dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, on lui aurait fermé le claquet, le clapet en lui disant, mais modifiez rapidement votre discours. L'Afrique, c'est le berceau même de l'humanité d'un point de vue des civilisations. Je pense que M. Fossine, vous avez dit des choses, hein, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, j'espère qu'ils ont entendu, parce que le but ici, c'est que vous puissiez avoir davantage de savoir, de connaissances, que vous puissiez être assez armé pour répondre face à l'ignorance, pour répondre parfois face à la condescendance que veut exprimer et également à la désinformation.
C'est ça le plus grand danger. Beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit sur les réseaux, ils sont dans la désinformation totale. On vous dit que M. Biya est un grand panafricaniste, qu'il a rompu les accords, que c'est lui qui a libéré la République centrafricaine de la France et consort. Pourtant, lui-même, il est tous les jours en France. Il s'est dit lui-même le meilleur élève de la France. Il va rendre compte du grand dialogue national à Emmanuel Macron, un grand dialogue national qui se tient dans son pays, à 500 mètres de son palais. Il ne va pas au grand dialogue, mais il peut rendre quand même compte du grand dialogue en question. Il n'a rien à cirer de vous, les Camerounais, mais il a quelque chose à cirer de son maître et il doit aller rendre compte. Et il le fait. Son propre maître lui dit, si tu ne libères pas le professeur Kamto des prisons, je ne veux pas te recevoir à Lyon. Et M. Dupont l'a rappelé ici, en Mondo Vision, quelqu'un a interpellé Macron, donc un activiste interpelle Macron dans des salons, et puis il déclare que non, j'ai précisé à M. Biya que s'il ne libère pas le professeur Kamto, il ne vient pas. Mais ça veut dire que tu es inféodé, c'est toi-même qui montres toutes les preuves que tu es inféodé. Et donc, on ne peut pas dire en même temps que tu es inféodé, on peut pas voir plutôt. En même temps, on ne dit pas, on voit que tu es inféodé à la France. Et les gens sont en train de dire que tu es le plus grand panafricaniste qui ait jamais existé, tu es le plus grand révolutionnaire stratège qui ait jamais existé. C'est ça, c'est la désinformation qu'il faut totalement combattre. Mais c'est une mode. Et comme les anciens disaient, c'est une mode qui va passer. Parce que les vrais panafricanistes sont là aussi, ils sont dans l'ombre, mais ils travaillent. Ne pensez pas qu'on ne travaille pas. Nous travaillons. Il faut simplement nous soutenir. C'est anormal que nous ayons des lives comme ceci, où nous serons que 150. Si c'était un live de célibataire, vous aurez 5000 personnes connectées, mais surtout les cadeaux que la personne aurait déjà reçus actuellement, il aurait peut-être de quoi acheter 10 livres. Moi, j'ai besoin de me procurer des livres, mais je ne peux pas le faire plus que ce que mes modestes moyens me permettent de faire. Mais quand je vous parle ici, je vous parle toujours en vous présentant des ouvrages. Il n'y a que des ouvrages autour de moi. J'ai oublié d'ailleurs de vous présenter cet ouvrage. Jeanne Chantal est là, je vais terminer par là. Magnifique ouvrage sur le panafricanisme. Regardez d'abord l'Afrique. Si on vous dit que l'Afrique, ce n'est pas le continent le plus beau, mais vous faites comment? Regardez cette femme en couverture. Regardez-moi ça. Comment on fait? Moi, j'ai dit, on dit que la femme africaine est belle, machin, comme ça. J'ai dit non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a la femme africaine et après, il n'y a plus rien. C'est tout. Ce n'est que la couverture d'un livre. Par contre, le livre est plus intéressant que la femme sur la couverture. Mais elle est magnifique, cette femme. Regardez. Un vrai bijou. Le livre s'intitule Nouvelle le panafricanisme au XXe siècle. Un certain nombre d'auteurs retracent complètement l'histoire et l'historique du panafricanisme. C'est un ouvrage collectif sous malheureusement l'égide de la francophonie, mais il n'en demeure pas moins que ce sont que des Noirs qui y ont travaillé pour restituer un peu l'histoire de l'Afrique et du panafricanisme. Je vous recommande vivement cet ouvrage. C'est des ouvrages précieux qu'il faut détenir si vous voulez comprendre ce que c'est que le panafricanisme. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Je voyage, je vais en Guadeloupe pour chercher, je voyage, je vais au Burkina Faso, c'est toujours dans le cadre des recherches. Je vais au Cameroun, pour vous faire des lives et consorts pour rechercher sur l'histoire de notre pays. C'est des moyens colossaux que cela demande. Même si on ne fait pas toujours de bruit, beaucoup sont habitués au bruit, c'est ça le vrai souci. Et c'est ça qui dérange chez nous. J'ai fait un voyage au Cameroun le week-end dernier et personne n'était au courant. Mais je suis allé, c'était toujours dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire ici, de la résistance nationale. Je n'en dirai jamais un mot. Mais n'en demeure pas moins que j'ai mis les moyens qu'il fallait pour aller contribuer à ma façon aussi. Donc, on a un gros devoir devant nous. Et c'est à nous, le peu de personnes qui sont sérieuses. Si vous êtes 150 là sur le live maintenant, c'est à vous de faire en sorte que tout cela puisse aller de l'avant. Soutenir le professeur Moïse Kamto, l'écouter, lire bien ses pensées, appliquer ses préceptes. Sinon, on va continuer à aller sur les panels, continuer à s'étriper, s'insulter et comme ça, ce qui n'est absolument pas intéressant du tout. On a beaucoup plus intéressant que ça à faire. Il y a tellement de choses d'ailleurs qu'on a enseignées et à partager pour être là en train de s'étriper. Quand moi je vois ça, je dis, c'est tellement dommage parce que il y a tellement de vraies choses sur lesquelles on pourrait être en train de discuter que de rester là, continuer à s'étriper, tel et tel, moi je suis tel, moi je suis tel. Et puis quoi? Le professeur Kamto vous dit, il vous appelle à l'humilité. Hein? La dernière pensée qu'il a lue. Je vais terminer par là, je laisse la parole à Jeanne. La dernière des pensées du professeur Moïse Kamto qui a été publiée. Tu vas terminer, hein? Oui, je termine vraiment par là, je sors vraiment par là. Si je dis encore un autre mot après cette lecture-là, tu fais tout ce que tu veux de moi. De toutes les façons, tu sais que je te respecte et que je t'écoute. Donc si tu dis que je ferme mon clapet maintenant, je le ferme. Ça, il faut le dire, je ne m'en cache pas. Jeanne, c'est quelqu'un que j'ai trouvé au MRC, avec qui je collabore et que je respecte énormément pour son engagement et pour sa façon
de donner de son énergie pour la libération du Cameroun. Elle ne fait pas peut-être beaucoup de bruit comme certains, mais n'en demeure pas moins que ne vous trompez pas. C'est une femme qui travaille énormément. Si vous la réveillez à 3 heures du matin qu'il fallait mener un combat, si vous dites qu'à 3 heures il faut mener un combat, attendez-vous qu'à 2h30 elle sera déjà sur le pied de guerre. Et je dis pas ça pour encenser, je ne suis pas de ceux-là. Je dis parce que d'expérience vécue, je vais te rappeler à toi-même, Jean, dans le contexte de survie Cameroun Survival. Nous avons travaillé parfois jusqu'à 2h, 3h du matin. Je ne parle pas donc de choses que je n'ai pas vécues ici. Il ne s'agit pas d'encenser quelqu'un inutilement, de dire des vérités. Donc il y a des gens qui se battent, qui travaillent, et je n'en fais partie avec un grand sérieux. Donc si elle me dit de la fermer, je vais la faire simplement. Je peux quand même lire le dernier élément ou je ferme ma gueule, Jeanne. Si tu devais fermer, tu devrais fermer ça depuis. Hein. Je lis donc rapidement le dernier texte du professeur. Je vais d'ailleurs faire un live dessus ce week-end. Ce sera probablement samedi soir. Parce que je n'ai pas pu le faire lundi dernier, justement parce que j'étais au Cameroun. Étant parti vendredi, je suis revenu lundi. Lundi soir, j'étais donc dans le vol. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous ceux qui me suivent généralement pour n'avoir pas pu faire ce live-là. Mais j'étais dans un vol ce lundi soir-là, donc je ne pouvais pas. Le professeur Kamto dit ceci donc dans son dernier texte du lundi dernier. C'est la pensée numéro 63. Ça fait 63 semaines qui n'a jamais raté une seule semaine, qu'il soit malade, qu'il soit bien portant, qu'il soit content ou mécontent. Tous les lundis, il vous partage un texte pour partager avec vous sa pensée. Qu'est-ce qu'il dit donc lundi dernier? Il y a ici 30 millions de génies, 30 millions d'égos surdimensionnés. Je répète, d'égos surdimensionnés. Ce n'est pas l'ego qui est un vrai problème, c'est l'ego surdimensionné qui est un vrai problème pour nous. Et voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne lui donne que raison. Je suis désolé de le dire. Même au sein de nous-mêmes, malheureusement. Donc, il dit, il y a ici 30 millions de génies, 30 millions d'égos surdimensionnés. C'est finalement un malheur de n'avoir qu'un peuple de savants, de sachants, de tout et sur tout. C'est-à-dire que des gens qui savent sur tout et sur tout. Finalement, ça devient un malheur. Tellement on est des génies, tellement on est des gens avec l'ego surdimensionné. Qu'est-ce que c'est un malheur? Le Cameroun a ceci de particulier que vous avez 30 millions de coachs. Chacun a sa propre liste. Tu as dit que tu lis. Tu n'as pas dit que tu décryptes. Je lis. Tu as dit que tu lis. Je termine la lecture. On ne décrypte pas, je lis simplement. Un tel peuple a la tête pleine de délire et le corps embourbé dans les souillures de l'indignité. C'est un peuple chez qui dire c'est faire, où le bruit tient lieu d'éloquence, où l'esbrouf tient lieu de succès, où l'horizontalité est absolue. Personne ne dépasse l'autre. L'égalité citoyenne ne signifie pas l'égalité d'intelligence ou des connaissances. Une société de progrès et une nation forte sont celles des compétences diversifiées, fondées sur le respect de la dignité humaine, mais comportant des stratifications sociales sous-tendues par l'horizontalité de la participation et du respect, mais gouvernées sur la base de la verticalité, sans laquelle la société serait paralysée par l'inertie et la nation dépourvue de direction. L'humilité, troisième fois, l'humilité n'a jamais été un obstacle à l'élévation. Elle est la marque des plus grands. L'humilité n'a jamais été un obstacle à l'élévation. Elle est la marque des plus grands. Notre valeur intrinsèque tient à notre excellence dans notre métier, quel qu'il soit, et non pas à un parchemin ou à la revendication tapageuse d'un monopole du savoir. C'est moi qui ai le monopole de ci ou ça. Merci pour cette lecture, Monsieur Fossing. Et je crois que ça peut servir comme élément de recadrage à beaucoup de personnes qui, tous ces derniers temps, se laissent aller justement par cet égo surdimensionné sur les réseaux sociaux. Le professeur vous appelle à l'humilité, parce que l'humilité, c'est la marque des grands. Soyez des grands et accédez à la grandeur. C'est après ces mots donc que je m'en vais appeler Jean Chantal. J'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement d'informations et ce que j'ai fait, c'est que je vais plutôt résumer le thème. Ouais. Je suis partie sur l'option de résumer le thème
en mettant un accent particulier sur la partie où on a parlé du panafricanisme dans le MRC. Je vais résumer le thème alors. Je pense qu'au départ, on est parti sur une définition du panafricanisme que j'ai donc définie comme une idéologie de solidarité entre les peuples africains fondée sur la conviction que la libération politique, économique et culturelle ne peut se faire qu'en commun dans une logique d'unité, de souveraineté et de rupture avec les dominations extérieures. Quand on regarde les développements de Fotsing et de M. Dupont, c'est un peu ça qu'il en ressort. Alors, si on prend le cas du Cameroun, on peut dire que c'est une idée qui n'est pas nouvelle parce qu'elle traverse un peu notre histoire au fil de l'histoire de nos résistants. C'est donc le fil rouge qui nous conduit sur les luttes de l'UPC et les résistances actuelles quand on parle de la guerre du Nozo. Alors, quand on regarde les figures sacrifiées comme Oumniobé, Félix Moumié, ou dans la diaspora, on voit aujourd'hui des personnes, que ce soit dans la diaspora ou ailleurs, nous sommes hyper connectés. C'est-à-dire qu'on mène la lutte tant en diaspora qu'en Afrique, comme si nous étions au même endroit. Nous sommes sur un panel aujourd'hui, il y a sûrement des personnes qui viennent de partout. Donc, il y a aussi cette connexion-là. Et on peut dire que c'est du panafricanisme. Nous allons sur les plateaux de Obosso, nous allons chez Tania, nous nous écoutons partout. Et c'est aussi une recherche de notre vraie indépendance, qui a toujours été confisquée. Et on a toujours, quand on est un Africain conscient, cette impression d'indépendance inachevée. Alors, la question qui s'est posée aussi dans le thème, c'est est-ce que le Cameroun a besoin d'un candidat panafricaniste? Alors, moi je dirais oui. Dans le discours que j'ai entendu aussi, c'est oui. Si on entend cette question comme si c'était juste un pavé jeté comme ça quelque part et puis on attend des réponses à gauche et à droite, moi je dirais que plus qu'un simple discours, le candidat panafricaniste dont a besoin le Cameroun, c'est vraiment au-delà du discours, un projet, une architecture, une volonté stratégique de transformation. Alors, quand on regarde comment les systèmes sont verrouillés, on se pose une question. Avec des institutions sclérosées, un environnement complexe, quels sont les moyens qu'ils mettront en œuvre? Alors, est-ce que le vrai défi, c'est simplement de voir émerger quelqu'un qui a des idées? Ou bien c'est de l'accompagner et de lui donner un socle populaire? Donc on fait déjà jouer le peuple. Ça veut dire que si on parle de Maurice Kamto, qui est notre candidat, ici sur le panel par exemple, nous savons qu'il ne fera rien sans lui, sans nous. Il ne fera rien sans nous, le peuple. Le panafricanisme du projet camerounais aura donc besoin de relais militants et d'une vision claire. La vision claire, on l'a. Avons-nous le relais militant? Avons-nous la réponse du peuple? Ça, c'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Le panafricanisme ne doit donc pas être un slogan de plus, mais un cap collectif. Et ce cap, il a déjà commencé. Il est enclenché chaque fois que nous ouvrons un panel, chaque fois que nous discutons ensemble, chaque fois que nous parlons Afrique, chaque fois que nous parlons Cameroun. Je vais donc revenir sur Maurice Kamto et je pars d'une phrase qu'il avait dite que je n'ai pas réussi à trouver dans ma mémoire. Il avait dit « les jours les plus... » J'arrive pas à trouver. Je suis tellement fatiguée. Fotsing, tu peux me dire la suite? Il a dit les jours les plus proches. Non. Les heures. Les heures. Les plus sombres. Les plus sombres de la nuit. De la nuit sont les plus proches de l'aurore. De l'aurore, tout à fait. Et moi, j'ai capitalisé sur l'aurore. L'aurore qui est donc la lueur avant le soleil. Et je vois Maurice Kamto comme l'aurore.
Et la question que je me suis posée, c'est et si nous votions l'aurore? Durant cet échange, au fil des mots, des idées, nous avons fait un voyage de conscience, un voyage de combat, un voyage de vérité. Nous sommes remontés dans les sillons du panafricanisme pour dérouler les racines profondes et pour retrouver nos peuples africains. Nous avons traversé l'Afrique pour arriver au Cameroun et nous avons scruté le Cameroun. En scrutant le Cameroun, il y a un visage qui s'est dessiné, c'est celui de Maurice Kamto. C'est cette voix qui se lève, c'est cette direction qui s'impose. C'est cette idéologie qui n'est pas que des slogans. C'est pas du vernis. C'est une vision claire, une colonne vertébrale que Maurice Kamto nous propose, une boussole. Il nous fait réaliser que le Cameroun a besoin d'un panafricanisme d'action et non de vitrine. Un panafricanisme qui libère et non qui parade. Un panafricanisme qui a un nom, le nom que nous lui donnons, nous. C'est celui du mouvement pour la renaissance du Cameroun, incarné par le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas, comme d'aucuns pourront le dire, un culte de la personnalité, c'est une analyse qui est éclairée par des faits. Quand on regarde les positions sur la souveraineté monétaire, sur la réforme de l'État, Fauting a parlé du livre qu'il a écrit sur le droit pour le Cameroun et qui pourrait servir à d'autres nations. Quand on regarde le fait que, tout en critiquant les dépendances à l'Occident, il ne rejette pas la collaboration pour mener le Cameroun et l'Afrique encore plus loin. Quand on regarde l'association dans la Constitution des lois de toutes les autorités traditionnelles pour justement avoir ce partage qui est le socle de l'Afrique, on voit le panafricanisme. On voit le panafricanisme parce que la position du Cameroun, tant au niveau géographique qu'idéologique, dans le landerneau politique africain, c'est quand même un exemple. C'est un peu comme si on attendait que le Cameroun pense pour que ça se répercute sur les autres. Et la personne que nous voyons nous accompagner dans cette aurore-là, c'est Maurice Kamto. Alors, nous avons donc déjà notre candidat panafricaniste, un homme qui a des idées, un homme courageux, qui éveille les consciences, qui arme les intelligences, qui nous oriente vers des choix lucides. L'espoir de ce Cameroun meilleur dont nous rêvons. Avec ce programme-là, l'aurore n'est plus un mirage. C'est la fin de la résignation, ce que on appelle aujourd'hui résilience. Et c'est donc le signal de ce lever du soleil. L'aurore, ce n'est donc pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Et je pense que l'histoire ne s'écrit pas avec ceux qui doutent. Elle avance avec ceux qui voient les premières lueurs du jour qui arrivent. Alors, il suffit de lever les yeux, l'aurore est là. Merci. Merci Jean Chantal, merci. Comme toujours, votre éloquence, votre pertinence, votre intelligence est au rendez-vous. Je vous remercie énormément pour cette synthèse que vous avez faite à votre manière, mais qui a surtout ressorti toute la quintessence de ce débat. Et voilà, j'espère que pour les auditeurs, vous avez, n'est-ce pas, pour ceux qui ont été absents, vous avez eu en gros tout ce qui a été dit au courant de ce débat. Je vais prendre exceptionnellement 2 questions pour M. Faucine, qui sont déjà en attente, s'il en a convenance, bien sûr. Oui, on peut prendre 2 questions. D'accord. Cependant, avant, je vais demander à Jean Chantal si elle a quelque chose d'autre à ajouter. Je vais descendre et je vous écoute d'en bas. Merci beaucoup, Jean Chantal. Bonne nuit, Jeanne, et merci encore une fois pour ces merveilles
que tu produis régulièrement. Je voudrais préciser aussi dans la démarche de ce que tu as dit à propos de Jean Chantal, c'est quelqu'un avec qui je suis très honoré de travailler parfois et d'avoir sur mon panel, parce que en dehors de ce que on peut avoir comme divergence, il ne faut pas s'éloigner du fait que c'est l'objectivité qui doit être soulignée, qui doit être mise en avant, et c'est dans cette optique que nous devons travailler. Donc, Monsieur Faucine, il y a certainement des gens, j'espère, je ne sais pas si Monsieur Talatoudjou, c'est une question, mais j'espère bien, parce que ce soir, nous n'avons plus réellement assez de temps. Bonsoir, Monsieur Tala, bienvenue. Oui, j'espère vraiment que c'est que des questions. Parce que autant, moi, je pourrais pas, pour des contraintes professionnelles, je pourrais pas rester longtemps. Bonsoir. Grand frère. Bonsoir, Faustine. Bonsoir. Je suis très, très content de votre éducation que vous nous donnez chaque jour. Je prends des heures et des heures pour vous écouter, pour écouter un peu là où je suis un peu égaré. Parce qu'on apprend chaque jour. Tout à fait. Et c'est vous l'exemple de notre pays qu'on doit voir. Parce que expliquer à la jeunesse, prendre le temps que vous prenez, ça rappelle de l'amour pour éduquer la jeunesse. Tout à fait. Pour éduquer la masse camerounaise, africaine. J'aimerais vous dire grandement merci. Merci pour ce que vous faites. Merci. Merci, M. Tala. J'aimerais aussi dire un grand merci au président Kanto. Parce que grâce à lui, comme de vous. Et c'est vrai. Grâce à lui, que le peuple camerounais est en train de se retrouver sur le droit chemin. Veut pas. C'est comme ça. Parce qu'on n'y est pas enseigné le droit qui fait une enseigner à l'école. Maintenant, en 2018 jusqu'à 2025, le peuple camerounais comprend l'enjeu politique grâce à une personne qui s'est laissée. La non, j'aimerais vous dire, dormez tranquille. Le peuple est conscient de là, parce que 2025 ne sera pas 2018. Parce que vous nous avez éduqués. Et tous les jours, on se prépare. Nous n'oublions pas la guerre. Mais si l'adversaire commence la guerre, c'est que ça a un moment dans la guerre. Comme, on est là préparé à tout. On est préparé à tout. Donc, j'aimerais vous dire, les grands frères, merci pour ce courage que vous nous donnez, parce que il faut suivre des gens comme vous, comme le général Bastille. Parce que le général Bastille, c'est un guerrier de l'Angleterre. On se connaît depuis longtemps. Donc parfois, le général Bastille mélange les choses. Mais nous, le peuple conscient, nous comprenons. On nous comprend. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, monsieur Tala. Je suppose que vous êtes certainement dans le live depuis et que nous avons commencé il y a très longtemps et que malheureusement, pour des contraintes professionnelles, monsieur Faucine doit malheureusement nous quitter.
nous vous remercions, hein, et nous sommes touchés, profondément touchés, même par tous les mots que vous avez déposés, non seulement à l'endroit de M. Fossing, mais aussi à mon endroit. Et tenez-vous tranquille aussi au Cameroun. Nous, la diaspora, nous aimerons vous dire qu'on ne dort également pas. D'ailleurs, vous pouvez constater jusqu'à quelle heure nous sommes en live pour édifier, pour réveiller même et pour conscientiser même les Camerounais. Donc, sur cet aspect-là, ne vous dérangez pas. Nous vous remercions pour le mot de force. Pour la force que vous nous avez apportée ce soir, ça nous reconforte de savoir qu'au Cameroun, nos voix résonnent jusqu'au Cameroun. C'est un plaisir. Cependant, nous serons malheureusement obligés de vous laisser encore 2 secondes pour placer un mot de fin afin que nous puissions fermer le panel. D'accord. Permettez-moi de finir mon message avant de couper. Vous savez, j'ai eu le privilège de rencontrer le professeur Maurice Kanto. En face, il m'a reçu. J'ai forcé qu'il me reçoit avant m'a reçu. Vous savez, le message qui passe sur les débats télévisés, c'est le même message qui nous passe sur le terrain. Il n'y a pas de langue. Et moi, je suis apolitique. Mais moi, je m'intéresse à la politique de mon pays. Ne confondez pas, parce que nous à une association des personnes handicapées qui s'occupent des personnes handicapées, que les gens pensent que avoir une association, ça veut dire qu'on est resté bouche fermée. Non! Je dis non, c'est non. Parce que si il y a notre gouvernement mettait des dispositions en place pour des personnes handicapées, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas créer une association pour bagarrer corps et âme, pour aider mes semblables grâce aux réseaux sociaux. Donc, Monsieur Tara, c'est justement dans cette optique qu'on bagarre. C'est justement le but de la bagarre, pour rétablir l'équité, l'égalité et tout ce qui va avec. Donc, c'est justement ce que nous avions dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure quelque chose qui me semble fondamental. Vous êtes prêts. Et ça veut dire que vous êtes prêts à accepter de vous battre pour le changement de vos conditions au Cameroun. C'est dans cette optique que nous aussi on vous accompagne, étant Camerounais de ce fait. Donc, cependant, j'ai réité encore, malheureusement, Monsieur Foutine. C'était notre invité ce soir. Et je crois qu'il a déjà assez apporté de sa contribution. Comme ça, il faut préciser que il a fait de manière sacerdotale, hein, sans attendre, même si on attendait des encouragements, parce que M. Fossing l'a dit, et c'est dans cette optique que nous l'invitons ici pour que les Camerounais puissent également l'accompagner dans sa démarche de chercheur pour ramener davantage le savoir au sein de la communauté. Monsieur Tala, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur le panel. On certainement, une prochaine fois, on vous donnera l'occasion de vous exprimer plus amplement. Mais ce soir, malheureusement, nous sommes appelés à se séparer illico presto. Nous sommes désolés. D'accord. À bientôt, Monsieur Tala. Il faut continuer la mobilisation, rester debout. C'est vraiment un grand message d'encouragement que de vous voir aussi combatif, aussi prêt à vous lever pour vos droits, pour que le Cameroun connaisse une ère de justice, une ère d'équité et d'égalité, une ère où chaque Camerounais pourra bénéficier justement des retombées des immenses richesses d'abord humaines, mais aussi matérielles dont notre pays a été doté. Donc continuez à mobiliser autour de vous, à sensibiliser, et puis on va tenir tous ensemble bon pour que d'ici octobre 2025, que nous puissions tous ensemble célébrer l'aurore et le jour qui va se lever sur notre pays et notre nation. Merci, M. Tala, merci bien. Au revoir, M. Tala. Je vais laisser M. Fossing donner son mot de revoir, et puis on va passer à la fermeture du panel. Oui, il ne peut
peut pas y avoir un mot vraiment de revoir, parce que malheureusement, nous sommes dans une lutte qui dure depuis des centaines d'années. La bataille que l'Afrique mène contre l'impérialisme, contre la domination, qui a d'abord fait une saignée énorme sur sa population, avec la traite que nous considérons comme la plus grande catastrophe qui ait jamais existé sur la planète Terre, celle de la traite des esclaves, où des millions d'Africains ont été arrachés à leurs mères, à leurs parents, à leurs enfants, à leur famille, à leur culture, à leur civilisation, et à tout ce qu'ils étaient eux-mêmes, à leur identité, pour aller en faire des biens meubles, des choses, des objets qu'on pouvait utiliser comme on voulait. C'est vraiment quelque chose de dramatique. C'est une histoire donc qui nous suit depuis plusieurs centaines d'années, bientôt presque 2000 ans, que nous avons le malheur de connaître l'impérialisme sur notre chemin. C'est une bataille donc qui ne peut pas connaître de fin. On ne peut que se dire que la bataille continue, la lutte continue, mais heureusement, au Cameroun, dès les premières heures de la structuration de la bataille politique, des leaders comme Ruben Oumyobé se sont levés dans un sillage du panafricanisme, comme Ernest Ouandié, comme Castor Ossende Afana, comme Abel Kingé, comme Jacob Fossi, comme Jean Boindou et consorts. Tous avaient une même vision. Il faut se battre pour la libération du Cameroun, mais la libération du Cameroun signifie en même temps la libération de l'Afrique. Il faut donc jumeler tous les efforts pour que l'Afrique se libère tout ensemble, tous. On est capable de le faire. Seul, on est faible. Si vous avez un adversaire devant vous qui est puissant et que vous fassiez comme ceci pour essayer de riposter lorsqu'il vous menace, lorsqu'il vous frappe, vous ne lui ferez pas ressentir grand-chose. Si vous mettez 2 doigts, vous ne ferez pas énormément. Si vous mettez 3 également, vous ne mettrez pas énormément. Si vous mettez 4, ce n'est pas toujours suffisant. Mais si vous mettez les 5 comme ça, vous donnez déjà quelque chose. Mais si vous mettez les 5 et que vous les mettez vraiment unis et fermés comme ceci, et vous lui donnez un coup de poing, vous êtes capable de l'envoyer au tapis. C'est donc pourquoi il est indispensable que tous les fils d'Afrique, partout là où ils sont, comprennent la nécessité impérieuse de se mettre tous ensemble, en point fermé, unis, pour se battre contre l'impérialisme. C'est le discours que le professeur Moïse Kamto passe régulièrement dans sa pensée, également dans son programme de gouvernance. Ce n'est que de la seule façon par laquelle l'Afrique connaîtra la renaissance africaine, qui est appelée, elle aussi, exactement comme la renaissance du Cameroun est appelée. Et vous voyez très bien qu'à chaque fois, on se retrouve toujours avec le même mot du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La renaissance est donc indispensable, mais elle est d'abord un mouvement intellectuel, une pensée, une manière projetée, une manière non tapageuse, une manière humble, sans gros bruit, sans se vanter, d'approcher la lutte qui est la lutte de notre peuple, parce que c'est le peuple le plus puissant, la toute première civilisation sur la terre, avec des hommes qui sont immenses, qui ont laissé des pas de géants à l'histoire de l'humanité. Quand on s'inscrit dans cette lutte-là, il faut y aller vraiment en toute humilité et apporter simplement sa petite pierre à la bataille. C'est ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau, et je souhaite qu'un jour on retienne simplement de moi quelqu'un qui a été fermement engagé pour l'Afrique avec honnêteté, quelqu'un qui a été sincère envers son continent et sa race. C'est tout ce que je souhaite, et pour ça c'est le panafricanisme qui est la réponse pour moi comme pour nous tous. Merci. Que votre souhait soit exaucé, M. Fossing. Non, soit. Je vous remercie encore une fois de plus d'être passé. C'est un plaisir. On programmera donc les prochains échanges plus tard. Mais oui, il faut vraiment revenir dessus. Je crois que c'est important pour que les Camerounais soient outillés sur ce que le MRC propose pour le panafricanisme. Nous allons programmer ça. Je crois que nous allons programmer ça. Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'était dans l'Europiana. Pour vous ce soir, mesdames et messieurs, la nuit du panafricanisme, ce qu'il fallait savoir sur les questions du panafricanisme, parce que cette question ne cesse pas de revenir, de tarder, d'être même la toile de fond de notre réflexion. Merci le roi du Nord. La toile de fond de notre réflexion tout le temps sur les réseaux. Nous avons donc travaillé à évacuer donc les questions qui pouvaient tarauder votre esprit, et nous espérons que certains d'entre vous ici en sont sortis nantis, et d'autres ont eu des réponses claires face aux questions qui se posaient. Donc, nous avons rendez-vous dimanche soir pour la tribune de l'histoire. C'était l'Europiana. Soldats têtus, le combat continue. Bonne soirée à tout le monde.